2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. Neil, this is Houston, we're copying. That's one small step for man, one giant leap. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de la conquête spatiale toutes les semaines. Et cette semaine, on va commencer par s'intéresser à une vieille sonde qui vient de fêter ses 40 ans et qui est toujours en activité. Ce qui est franchement pas si mal quand on se rappelle à quel point le milieu spatial est hostile. Je veux bien sûr parler de Voyager 2 et par extension de sa jumelle Voyager 1. Le 20 août 1977, Voyager 2 a été lancé à destination de Jupiter sur une fusée Titan 3. Elle atteint la géante gazeuse en juillet 1979, soit à peine plus de 2 ans plus tard. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi 2 ans seulement ? Après tout, la mission Galileo lancée en 1989 a mis 6 ans à faire le même voyage. Voyager 2, tout comme Voyager 1, était une mission de survol. La sonde pouvait donc se permettre d'arriver dans le voisinage de Jupiter à une vitesse bien plus élevée que Galileo, qui elle s'est mise en orbite autour de la géante gazeuse. Bénéficiant d'un alignement planétaire extraordinaire qui ne se produit que tous les 176 ans, la sonde Voyager 2 a pu survoler les 4 planètes externes du système solaire, alors que sa sœur jumelle, adoptant une trajectoire bien plus rapide, n'en a survolé que 2. Les sondes Voyager ont été précédées quelques années plus tôt par les sondes Pioneer 10 et 11. Ces dernières ont été les premiers objets humains à dépasser l'orbite de Mars et à s'aventurer dans le système solaire externe. Pioneer 10 et 11, ainsi que Voyager 1 et 2, et plus récemment New Horizons, sont les 5 seules sondes à avoir une trajectoire les amenant à sortir du système solaire et à s'aventurer dans l'espace interstellaire. Les 5 sondes ont pris des directions différentes. Voyager 2, pour sa part, atteindra le système de Sirius dans presque 300 000 ans. À la différence des sondes Pioneer, les sondes Voyager sont toujours actives et continuent de communiquer avec la Terre. Elles nous renseignent sur les caractéristiques de l'espace profond. Pour y arriver, elles font appel à des générateurs thermoélectriques qui fonctionnent grâce à la chaleur produite par des sphères de plutonium. Les sondes peuvent ainsi se passer de panneaux solaires et bénéficier d'une source d'électricité valable pour des dizaines d'années. Les générateurs RTG des sondes Voyager devraient leur permettre de communiquer avec nous jusqu'aux environs de 2020. Témoignage de l'esprit 70s, les 2 sondes Voyager emportent aussi avec elles une sorte de bouteille à la mer, un message de l'humanité pour d'éventuelles civilisations extraterrestres. Il prend la forme d'images et de sons gravés sur une plaque dorée. Les 2 sondes Pioneer emportent aussi des dispositifs similaires, quoique moins évolués. Peu de chances que Voyager 1 ou 2 nous apprennent encore quelque chose de nouveau. Perdus dans le vide interstellaire, les 2 sondes vont lentement mourir quand leur plutonium ne sera plus assez radioactif pour leur fournir de l'énergie. L'épopée des 4 sondes Pioneer et Voyager mérite quand même d'être contée plus en détail, et cela fera peut-être l'objet d'un dossier de l'espace prochainement. En attendant, nous fêterons les 40 ans de Voyager 1, qui paradoxalement avait été lancé plus tard que Voyager 2, le 5 septembre. Allez, on fait marche arrière et on laisse le système solaire externe en paix pour s'intéresser au système solaire interne, et particulièrement à Vénus. Bien qu'elle soit proche de la Terre, géographiquement, mais aussi de par ses caractéristiques, on ne peut pas dire que Vénus enflamme les passions. La star, c'est Mars, et à cause de son atmosphère monstrueuse, Vénus se voit reléguée au second plan. Mais elle n'est tout de même pas oubliée. La NASA vient de sélectionner la mission CUV pour résoudre un mystère de Vénus qui interroge les astrophysiciens depuis des décennies. En lumière visible, la planète présente l'apparence d'une boule blanche et uniforme, l'atmosphère épaisse de la planète cachant tous les détails de sa surface. Mais en lumière ultraviolette, l'apparence de Vénus change complètement. Elle présente notamment des bandes que les astronomes ont bien du mal à expliquer. La mission CUV, qui va s'y intéresser, est remarquable par bien des points. Tout d'abord, car c'est un CubeSat qui est chargé de la mission. Les CubeSats sont de tout petits satellites, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Ils profitent des progrès de la miniaturisation pour diminuer drastiquement les coûts. Il est en effet possible d'en lancer plusieurs dizaines avec une seule fusée. Les applications possibles sont très nombreuses et on estime que plus de 6000 de ces mini-satellites seront lancés au cours des 10 prochaines années. Un marché qui représente tout de même 30 milliards de dollars. Bref, les CubeSats ne servent pas qu'aux applications commerciales et la NASA compte bien en faire des outils d'exploration planétaire. La mission CUV vers Vénus sera la première de ce type, mais d'autres devraient suivre rapidement. L'agence spatiale américaine a ouvert en mars le programme PSDS-3.
Il est chargé de sélectionner 10 missions scientifiques réalisées avec des CubeSats à destination de la Terre, de Vénus, de Mars ou d'astéroïdes proches. C'est donc une nouvelle ère d'exploration robotique à bas coût qui pourrait voir le jour. L'avantage des CubeSats est qu'ils ne nécessitent pas de lanceurs dédiés. Leur taille et leur poids réduits leur permettent de s'incruster dans la charge utile d'autres missions. C'est en tout cas ce qui est prévu pour CUV. Pour réaliser sa mission, le mini-satellite fera appel à une caméra ultraviolette et un spectromètre miniature. Eux aussi sont rendus possibles par les progrès de la miniaturisation et des nanotechnologies. Le miroir du télescope de CUV, par exemple, sera réalisé en nanotubes de carbone, ce qui présentera le double avantage d'un poids réduit et d'une fabrication facile. Ce type de miroir ne nécessite en effet aucun polissage. Bref, on a hâte de savoir ce que nous cachent les bandes invisibles de Vénus, et j'espère très franchement que le développement du marché des CubeSats va permettre de multiplier facilement les missions d'exploration du système solaire. Pas encore de date de lancement pour CUV. Elle doit en effet d'abord se trouver une autre mission vers Vénus sur laquelle s'inviter. Histoire de ne pas faire de jalouse, on va finir ce petit tour des actualités spatiales en parlant de Mars. Comparé à Vénus, Mars et son atmosphère sont déjà bien comprises. Mais cela ne veut pas dire qu'elle nous réserve aucune surprise. Une équipe franco-américaine vient de publier dans Nature une étude bien surprenante. Ils pensent en effet que Mars connaît des chutes de neige, et de la bonne vieille neige d'eau, comme on la connaît sur Terre. Le phénomène se produirait pendant la nuit martienne, lorsque la température chute sur la planète rouge. Elle force les scientifiques à repenser la façon dont ils envisagent le climat martien. Mars possède une atmosphère bien plus fine que la Terre. La formation du nuage d'eau y est donc très rare. Il faut en effet une atmosphère dense pour supporter le phénomène de condensation qu'on retrouve dans nos nuages. On savait déjà que Mars connaissait des précipitations de neige carbonique, mais si elle est confirmée, la présence de neige d'eau nous pousserait à revoir le cycle de l'eau sur la planète rouge. Pour parvenir à ces conclusions, l'équipe d'Emeric Spiga de l'université Pierre et Marie Curie s'est appuyée sur les données fournies par les différents satellites et atterrisseurs qui ont visité Mars. Ils ont mis au point un modèle météo qui leur a permis d'en extraire cette prédiction. Pour en avoir le cœur net, il va cependant falloir confirmer par des observations. Pourquoi pas un job pour un CubeSat. Bien qu'elle soit formée d'eau, cette neige martienne est tout de même différente de la neige qu'on connaît sur Terre. Les précipitations seraient très rapides. La neige descendrait au sol en quelques minutes au lieu de volter au vent comme sur Terre. Une fois au contact de la surface, elle ne formerait pas un manteau doux et moelleux, mais plutôt une couche de glace rigide. Cela confirme en tout cas que si l'eau n'est pas présente sous forme liquide à la surface de Mars, elle est relativement abondante sous forme de glace. Et c'est bien sûr une bonne nouvelle pour de futurs explorateurs. Il est aussi important de comprendre tous les phénomènes météorologiques auxquels ceux-ci pourront être confrontés. Rien ne dit qu'une tempête de neige martienne ne pourrait pas endommager leur matériel, et il faut donc se préparer à ça. Même si je ne pense pas que les premiers humains à fouler le sol de la planète rouge emporteront des skis, ils auront peut-être l'opportunité de se réveiller avec de beaux matins givrés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions ou vos remarques dans l'espace commentaire. Quant aux sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description. Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne, un partage ou un pouce bleu ne font jamais de mal. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.